Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux, vous montrer qu'ils sont en fait précurseurs d'une deuxième révolution digitale et je vais essayer de vous donner un peu quelques clés pour en profiter un peu mieux que la première, qu'à mon avis, on a pas mal laissé passer. Il y a quelques années, au CERN, on avait fêté les 20 ans du web et ça avait été l'occasion pour moi de rencontrer Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web. Et il m'avait dit, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, c'est vrai, mais le plus gros reste à venir. Alors c'était assez étonnant parce que si on regarde tout ce qui s'est passé, il y a déjà eu énormément de choses, j'en ai mis que quelques-unes. On a vu cette révolution digitale, plein de choses ont commencé à migrer vers le online, la musique, l'encyclopédie, Wikipédia, imaginez la vie avant Wikipédia, le commerce avec le e-commerce. Ça, c'était la première phase. Et puis 2005, il y a eu une deuxième vague, un peu avec le web social, la télévision, YouTube, l'information, les médias, etc. Et puis, notre vie sociale s'est elle aussi déplacée sur l'informatique. C'est pas très étonnant finalement, parce que le online est toujours un miroir de la société offline. Et donc est arrivé le géant Facebook. C'est dur de parler des réseaux sociaux sans parler de cette société. 900 millions d'utilisateurs, bientôt 1 milliard. C'est la seule société au monde qui a autant de clients, si on considère que les utilisateurs sont des clients. Mais en fait, ce qui est important, je sais que tous vous pensez à ça, quand on parle de Facebook, c'est les chiffres de l'action pris hier, elle est un peu remontée, je crois, mais pris hier matin. Ce qui est important, ce n'est pas Facebook. Ce qui est important, c'est les réseaux sociaux. C'est le fait qu'on partage et on échange online. Petite parenthèse d'ailleurs, quand je suis allé voir les médias au moment de l'IPO de Google, Google devait faire 188 fois ses résultats pour être au niveau de son introduction en bourse. On sait ce qui s'est passé depuis, l'action était partie à 90, elle est à 600 maintenant. Donc voilà, pour dire que ce qui est important derrière, c'est plutôt le phénomène, c'est qu'on va utiliser les ordinateurs pour socialiser et que cela va avoir un impact extrêmement profond sur notre société. Comment est-ce que ça va avoir un impact? Si vous êtes aujourd'hui un innovateur dans le monde digital, vous avez une boîte à outils à disposition. Et cette boîte à outils, c'est extrêmement simplifié ces dernières années, notamment au niveau de l'infrastructure avec ce qu'on appelle le cloud computing. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros maintenant vous pouvez faire une application, vous l'envoyez, et puis il y a Amazon, Google qui héberge votre application, qui est capable de servir des millions de gens dans le monde. Et donc très peu de gens, une société comme Instagram, c'était 13 employés qui servaient 30 millions d'utilisateurs. Donc on a accès à une infrastructure qui est vraiment pas chère et qui est très forte. Ensuite, il y a l'accès au capital qui s'est beaucoup simplifié. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer, mais Kickstarter, par exemple, c'est un système où vous allez, vous dites quel est le projet que vous voulez faire, et les gens vous financent avant que vous ayez pu travailler, Angelist, etc. L'accès au savoir, c'est beaucoup simplifié. Je ne sais pas si vous avez vu les projets d'université en ligne qui sont extrêmement bien faits. Par exemple, Udacity, c'est assez phénoménal. On peut apprendre à programmer, on peut apprendre à designer, à faire des choses, Wikipédia, bien sûr. Et au niveau des collaborateurs, du travail, il y a aussi eu énormément de simplification. Maintenant, c'est pas rare. À Lausanne, il y a des entreprises que je rencontre régulièrement, des startups dont les développeurs sont en Hongrie ou alors aux Philippines ou partout. Et c'est des entreprises globales. C'est tout à fait normal que sur 5 employés, ils soient dans 5 villes différentes. Les réseaux sociaux ont amené des choses nouvelles très intéressantes pour l'entrepreneur. Ils ont amené la possibilité de faire une promotion pour vraiment pas cher. Une des règles des réseaux sociaux, c'est vous devez faire de la pub si vous n'êtes pas intéressant. Ça veut dire que si vous êtes intéressant, vous n'avez pas besoin de faire de la pub pour toucher beaucoup de gens. Donc c'est possible de toucher énormément de monde grâce aux réseaux sociaux. Ils ont amené aussi une masse critique. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu difficile à expliquer, mais avec les réseaux sociaux, en fait, vous transportez vos relations. C'est-à-dire que vous arrivez dans un système nouveau. Par exemple, vous allez sur Spotify, qui est un système de musique, vous ne l'avez jamais utilisé. Et en un clic, toutes vos relations avec les gens sont amenées dans le système et vous pouvez commencer à savoir ce qu'écoutent vos amis et donc à avoir leurs recommandations. Donc il y a un côté masse critique qu'amènent les réseaux sociaux puisque dès le départ on peut profiter d'un service. Il y a les audiences, alors c'est pas que les réseaux sociaux qui ont amené les audiences, c'est beaucoup le mobile aussi, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont quand même converti les masses au web, ont quand même amené certaines générations qui étaient réticentes sur le web, et donc maintenant on a des audiences énormes quand on est entrepreneur dans le digital. Et il y a toute une notion de confiance, pareil, on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures, mais on sait maintenant qui sont les gens, quel est leur profil, etc. Et ce que ça amène, c'est que maintenant, l'innovation est en train de s'attaquer à des fondements de notre société. L'éducation, j'en ai un peu parlé, la politique, on en a beaucoup parlé de politique et de réseaux sociaux, la santé, l'argent, le paiement, les banques, etc., etc. Et donc on est en train de rentrer dans une ère
nouvelle et qui sera vraiment porteuse d'énormément de changements, comme le disait Tim Berners-Lee. L'intervenante précédente parlait de Stefan Zweig et donc de la Belle Époque. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qu'on vit actuellement en Suisse en 2012, on voit qu'on a des nouvelles technologies, on voit qu'on vit une globalisation, des réseaux, la transdisciplinarité, le PFL qui commence à travailler avec les CAL, la démocratisation des technologies. Et ça me rappelle vraiment Paris au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, et donc ce qu'on a appelé la Belle Époque. Des nouvelles technologies, à l'époque c'était l'automobile, l'aviation, le cinéma, le téléphone, la réfrigération, le gaz, la lumière électrique, les pneumatiques amovibles. C'était complètement autre chose, mais il y a eu une poussée technologique absolument énorme. On ne parlait pas de globalisation, on parlait d'universalité. C'était encore plus ambitieux. À l'époque, il n'y avait pas de passeport. On pouvait voyager jusqu'à Istanbul. Il n'y avait pas besoin de montrer ses papiers. Les réseaux, bien sûr, c'était l'arrivée des premiers réseaux, l'aviation, le téléphone, etc. Transdisciplinarité, les artistes collaboraient beaucoup avec l'industrie notamment. Et démocratisation, on a commencé à avoir accès à toute cette technologie. La Suisse n'a pas été un leader de cette première révolution digitale comme un pays comme la Corée a pu l'être. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Je suis en train de vous annoncer qu'il y a une nouvelle révolution qui arrive. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Allons voir un peu ce qu'on peut apprendre de cette belle époque. Et allons voir ce qu'on peut apprendre de la première révolution digitale. Essayez et prendre des risques. C'est extrêmement bateau, mais quand on a des exemples, ça devient intéressant. Par exemple, pourquoi Paris est la ville lumière? Parce que Paris a été la première ville qui a mis du gaz et de l'électricité à tous les étages. Et vous voyez, 100 ans après, on continue à en parler quelque part. Les grands boulevards que les touristes vont voir, ça a été les premiers boulevards qui ont reçu l'électricité et le gaz. Ouverture aux étrangers. À l'époque, Paris est une ville globalisée, beaucoup plus que maintenant. Et ça a donné la Belle Époque. Collaboration entre art, sciences et industrie, quelque chose qu'on est en train de réapprendre. Pareil, un impact très positif. Un ancrage dans le passé pour éviter que l'innovation fasse peur. À l'inauguration de la Tour Eiffel, il y avait une exposition sur l'habitat humain. Et on montrait l'évolution à travers les âges et on arrivait à la Tour Eiffel. Et le fait de parler du passé faisait qu'on avait moins peur du futur. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié et qu'on devrait beaucoup plus faire pour que les gens adoptent l'innovation. Les grands événements fédérateurs, l'exposition universelle de Paris en 1900, 50 millions de personnes, de visiteurs, on n'a jamais connu de plus grand événement alors qu'il n'y avait pas de voitures, encore énormément de voitures à cette époque-là. Il y avait vraiment une dynamique autour des événements qui était très importante. Je sais qu'en Suisse, c'est régulièrement un sujet. Donc pensez-y, ça a assez bien marché dans le passé. J'ai mis en gris tout en bas PS, si possible, ne pas finir comme en 1914. C'est vrai que ça serait bien. J'avais entendu une fois un historien de cette période qui disait si votre entreprise est spécialisée dans le centenaire de grosses entreprises, vous allez faire faillite en 2014 parce qu'il n'y a plus du tout eu d'innovation après cette époque-là. Ça, c'est quelques conseils qui nous viennent de la Belle Époque. Rapidement, cette première évolution digitale, ces premiers 20 ans, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? La première chose, c'est qu'il faut anticiper au lieu de subir. Il faut veiller, il faut se tenir au courant. Si vous êtes Swisscom, il vaut mieux savoir qu'il y a Skype qui va arriver. Et avant que Skype arrive sur le marché, pendant 5 ou 6 ans, il y a eu des signaux faibles, comme on vient de le voir. Innover à l'extérieur s'il le faut. Regardez par exemple ce qu'a fait Steve Jobs, on revient souvent sur lui quand on parle d'innovation. Pour faire l'iPhone, il a isolé des gens à qui il a donné un budget et beaucoup de temps en leur disant « maintenant réinventez un téléphone ». Et ils ont fait ça pendant 5 ans. Personne à Apple n'était au courant et ça a donné maintenant un énorme pourcentage de leur chiffre d'affaires. Tout va très vite. Rappelez-vous, Netscape, MySpace, Yahoo. Apprendre à désapprendre, je pense que c'est quelque chose de fondamental. C'est pas parce que quelque chose a été vrai pendant longtemps qu'il est encore vrai dans une époque où il y a autant de changements. Il ne faut pas soutenir les entreprises dont le modèle est dépassé. Ça, c'est un message pour nos hommes politiques. Les gens ne veulent plus acheter de CD, ils veulent de la musique MP3. Il faut qu'on permette à ces nouveaux modèles d'émerger, même si ça veut dire qu'il y a un transfert, qu'il y a des nouveaux acteurs, des nouvelles startups qui vont prendre des parts de marché. Et il faut changer de regard sur les startups. Ça, c'est très important parce que les startups de la Belle Époque, j'en ai mis quelques-unes, Michelin, Renault, L'Oréal, Pathé, Mercedes-Benz, Citroën, Galeries Lafayette, etc., etc., ces gens-là ont été des startups tous dans cette période et c'est extrêmement important de les soutenir. Il y a beaucoup de changements. Les réseaux sociaux
vont amener une deuxième révolution. Et je voulais vous laisser juste avec une pensée, parce que c'est important d'aller de l'avant, c'est important d'innover, parce que ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et je voulais vous rappeler qu'aucun fabricant de diligence n'est devenu un acteur majeur du marché de l'automobile. Donc ne soyons pas comme les fabricants de diligence, innovons et allons de l'avant. Merci beaucoup.